sans plus attendre, l'entrepreneuriat féminin, plus social, plus solidaire, plus résilient. Donc pourquoi cette conférence? Moi je suis Claire, je suis responsable du marketing et de la communication chez Babylone. Donc, Babylone, c'est une plateforme de prêt participatif, c'est le leader européen du microcrédit solidaire. Sur notre site, vous pouvez soutenir des micro-entrepreneurs dans le monde entier pour les aider à développer leur activité génératrice de revenus. Alice, ici présente, vous en dira plus, et sur le microcrédit aussi tout à l'heure. Donc, dans le monde, 80% des clients du microcrédit sont des femmes. C'est pourquoi on est très attentif à la cause qui est mise en avant avec la journée du 8 mars. Donc, c'est pour nous vraiment une occasion de faire entendre nos voix de manière collective et unie, parce que tous les jours, finalement, nos activités participent à la lutte contre les inégalités et l'oppression basée sur les genres, mais cette journée du 8 mars, c'est l'occasion d'en parler de manière plus collective. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous 4 intervenantes qui sont des expertes de l'entrepreneuriat social et ou féminin. Et on va commencer par un petit tour de table. Donc, si chacune d'entre vous peut un peu se présenter et nous expliquer quelle est sa vision de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui existe d'après elle? Est-ce qu'on peut définir un entrepreneuriat féminin et un peu présenter votre activité et entreprise? Qui commence? Qui a envie de commencer? Je vous laisse choisir. Je peux y aller comme ça. Je m'appelle Donia, j'ai 28 ans et je suis l'une des cofondatrices de Miss My Mama, avec 2 autres personnes qui s'appellent Lumna Youssef. Et je me considère comme une entrepreneure à part entière et j'avoue de ne pas faire de différence entre l'entrepreneuriat au masculin, l'entrepreneuriat au féminin. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat tout court. Et finalement, si on s'attache à faire la différence, c'est qu'on veut c'est qu'on pense qu'il y a une différence. Or, pour moi, il n'y en a pas. Ok, merci beaucoup, Donia. Donia, tu veux pas présenter Meet My Mama? Ah oui, je sais pas si ça va être après aussi, mais bon, je peux le présenter rapidement. Donc, Meet My Mama, c'est une entreprise qui a bientôt 4 ans et qui a pour mission de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Et on a plusieurs activités, et notamment une activité de formation avec la Mama Academy pour les former à devenir chef, traiteur, entrepreneur, et une activité de traiteur, à la fois traiteur événementiel, traiteur du quotidien. Donc, vous aurez la possibilité de goûter les plats des mamas un peu tous les jours chez vous. Ok, il y a eu un petit problème audio, je crois, mais... Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Ok, c'est bon. Désolée, j'ai été coupée en fait. Donc là, je pense que du coup, je suis connectée 2 fois, mais la deuxième fois, ça compte pas, quoi. Ok. Bon, voilà. Ça a l'air de fonctionner. Désolée. Je crois qu'on a quand même à peu près pu comprendre tout ce que tu nous as expliqué, Donia. Donc, merci pour ça. Du coup, peut-être Sousaba, si tu veux prendre la suite et te présenter et nous expliquer un peu tes activités. Oui, alors du coup, moi je m'appelle Sousaba Sissoko. Je suis la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle L'Or de Saba. C'est des produits principalement à base de beurre de karité et donc je travaille avec des coopératives de femmes principalement au Mali. Du coup, à travers ce projet, je voulais mettre en place un impact social pour aider ces femmes-là à avoir des revenus complémentaires. Et j'ai créé aussi une association qui s'appelle Akani pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin des femmes en France et aussi en Afrique. Donc voilà, j'organise des événements pour qu'on puisse se rencontrer, apprendre à se connaître, partager nos compétences, voilà. Et après, via justement la plateforme Babylone, je trouvais que ça correspondait bien à mon projet et ça me permettait à travers l'association, de financer des projets en faisant par exemple des cagnottes et tout, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Ok, merci. Juliette, vas-y. Allez, j'enchaîne.
Moi, je suis Juliette, enchantée. Je travaille pour Ticket for Change, qui est une association qui aide les individus à révéler leurs talents pour résoudre des grands enjeux de société par leur travail. Et donc, on s'adresse à 3 types de bénéficiaires. On s'adresse à des individus en quête de sens, en transition professionnelle. On les aide à trouver leur voie d'engagement. On accompagne des entreprises existantes à changer leur gouvernance, leur raison d'être, travailler là-dessus pour être plus responsables, et des entrepreneurs sociaux comme Donia et Meet My Mama à lancer leur projet à impact et à faire leurs premiers pas pour lancer leur projet à impact. Moi, je pilote le pôle entrepreneur chez Ticket. Donc, je suis pas entrepreneur à proprement dit. J'ai pas lancé ma boîte, mais j'en accompagne. Et pour moi aussi, l'entrepreneuriat féminin, pour moi, entreprendre, c'est un métier, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Et donc, il n'y a pas de catégorie entrepreneuriat féminin et entrepreneuriat masculin. En revanche, il y a des difficultés systémiques pour une femme à entreprendre. Et donc ça, c'est une difficulté due à la société. Mais je pense pas que les femmes et les hommes aient moins ou plus de capacité à entreprendre. Qu'entreprendre, c'est un métier au global. Ok, merci Soussaba. Peut-être que tu veux rebondir sur ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat féminin. Je crois qu'on t'a pas encore répondu là-dessus. Oui, c'est vrai. Alors du coup, moi, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, donc j'ai entendu que pour les autres filles, apparemment pour elles, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Mais moi, de mon expérience, en tout cas par rapport aux femmes que j'ai autour de moi, souvent l'objectif de l'entrepreneuriat féminin, c'est d'être indépendante et d'essayer de trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, il y a beaucoup de femmes qui décident d'entreprendre pour ces raisons-là. Et il y en a aussi beaucoup qui font ça pour essayer de s'épanouir, parce que des fois, leur activité professionnelle, ça leur correspond pas. Donc, avoir une petite activité à côté, ça leur permet de s'épanouir personnellement et d'avoir un petit complément de revenus. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, pour avoir fait, par exemple, des formations sur tout ce qui est leadership et tout. Je trouvais que la vision des hommes de l'entrepreneuriat et du leadership, elle était un peu différente de celui des femmes, et que les femmes, on a souvent plus besoin de le faire que les hommes. Alors, je sais pas pourquoi, il y a des femmes qui n'ont pas besoin, mais en général, quand les questions étaient posées pendant ces types de formations, les hommes, en gros, ils disaient qu'ils étaient là, parce qu'on leur avait demandé d'être là, etc. Ils n'assumaient pas forcément ce besoin d'être formés pour cela, alors que les femmes, on sent qu'on en a besoin, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être accompagné. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin, parce que on a besoin de ce soutien entre nous. Après, c'est un ressenti que j'ai eu par rapport à mes différentes expériences, quoi. Ok, super intéressant. Je pense qu'on pourra reparler de ça tout à l'heure. On va finir du coup notre tour de table par Alice. Bonsoir à tous. Donc, je suis Alice et je travaille chez Badilone depuis 3 ans maintenant au pôle microfinance. Donc, un peu comme Juliette, je ne suis pas entrepreneur moi-même, mais chez Badilone, c'est une cause qui nous tient à cœur. Donc, Badilone, ça a un peu coupé, donc je ne sais pas si tu as expliqué au début, Claire, mais en gros, Badilone, c'est une plateforme en ligne qui a été créée en 2008. Une plateforme de prêt solidaire, donc qui permet à des individus ou des entreprises en France ou en Europe de prêter à partir de 10 € de l'argent à un micro-entrepreneur qui porte un projet et qui a demandé un microcrédit à une IMF. Une IMF, c'est une institution de microfinance. Pour schématiser énormément, on va dire que c'est une sorte de banque locale qui a une mission sociale. Juste quelques chiffres. En 12 ans, on a prêté 25 millions d'euros à une vingtaine de partenaires partout dans le monde, et on a une communauté à peu près de 90 000 membres. Et une des nouveautés chez Badilone depuis 6 mois, c'est qu'on a lancé en octobre une nouvelle plateforme qui s'appelle Badilone Impact et que je vous invite à découvrir sur notre site. Badilone Impact, c'est un site de prêt rémunéré, donc qui est complémentaire de babylone.org et qui permet, donc on passe à de l'épargne solidaire et on finance du microcrédit, mais également du mésocrédit, donc des entreprises, des coopératives qui ont un besoin de financement plus élevé que des micro-entrepreneurs.
Et pour nous, je vais parler en tant que Babylone, l'entrepreneuriat, déjà, ça a un sens un peu particulier parce qu'on soutient, surtout dans des pays en développement, mais pas que, des micro-entrepreneurs qui ont une activité de nécessité pour assurer la subsistance de leur famille et notamment dans le secteur informel. Donc, c'est une définition qui est un peu différente de l'entrepreneuriat comme on l'entend ici en France ou en Europe de l'Ouest. Et du coup, l'entrepreneuriat féminin, ça a aussi une importance particulière pour nous parce que aujourd'hui, je crois, comme a dit Claire, entre 70 et 80% des porteurs de projets de Babylone sont des femmes. Et donc, depuis 12 ans, on a financé à peu près 34 000 projets portés par des femmes. Donc, c'est pour nous un vrai levier de développement. Voilà. Ok, merci beaucoup à toutes pour cette présentation. Donc, on a effectivement une interprétation différente, un peu, disons, du terme d'entrepreneuriat féminin ou d'entrepreneuriat des femmes. Je pense que, par contre, tout le monde est bien conscient que l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose qui peut justement être interprété de manière différente. Mais du coup, est-ce que on peut dire qu'une femme qui entreprend, elle va faire des choses de manière plus sociale, plus solidaire, plus résiliente que quelqu'un d'autre, ou non? Et si oui, pourquoi? Quel est votre avis sur cette question? Je peux y répondre. Enfin, je peux commencer et après les filles vont poursuivre. Moi, je dirais que non. Parce que déjà, quand moi, donc on est 3 associés. Donc quand j'ai rencontré Lubna, on avait toutes les 2 cette envie d'avoir de l'impact, d'aider et surtout de permettre à des femmes de vivre de leur passion. Et on a rencontré notre 3e associé qui s'appelle Youssef et qui est un homme et qui avait cette même volonté d'avoir de l'impact. Je pense pas que l'entrepreneuriat au féminin est forcément plus résilient, plus social. Je pense qu'il y en a, enfin, c'est comme partout, il y en a et il y en aura toujours, mais il y a aussi des hommes, il y en aura toujours. Et inversement, l'entrepreneuriat un peu plus classique, un peu plus où mon seul objectif, c'est gagner de l'argent. On va trouver beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes. Donc, je pense que c'est plutôt l'entrepreneuriat impact qui aujourd'hui plaît à beaucoup de monde, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais je pense pas, contrairement à certains postes dans le social, par exemple, il y a une étude qui montre que 90% des jobs dans le soin, donc tout ce qui est assistante maternelle, etc., c'est des femmes. Là, pour le coup, oui, c'est vrai. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, finalement, pas plus que ça. Parce que j'ai rencontré pas mal d'hommes qui avaient des projets à impact. Peut-être que Juliette pourra aussi, je sais pas si vous avez des stats chez Ticket, mais je pense pas. Après, peut-être que je me trompe sur les stats. Yes, trop bien. Moi, je veux bien enchaîner parce que du coup, je rejoins pas mal ce que tu dis, Donia. Moi aussi, encore une fois, là, je trouve que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'ai pas envie qu'on catégorise des convictions solidaires, des forces, des ambitions sociales à un sexe. Et au contraire, en fait, demain, quand l'entrepreneuriat social sera la norme de l'entrepreneuriat, et j'espère bien qu'il y aura autant d'hommes que de femmes qui entreprendront. Et je trouve juste qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, on en parle de plus en plus. Et les femmes se permettent plus d'être entrepreneurs aujourd'hui qu'avant. Et donc, peut-être que du coup, les deux ensemble font qu'on a l'impression que les femmes se placent plus sur l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat classique, j'ai l'impression que ça laisse pas beaucoup de place aujourd'hui parce que ça commence à faire un petit temps que les hommes ont pris un peu une place là-dessus. Notamment, il y a beaucoup de témoignages sur les investissements qui sont plus durs à obtenir quand on est une femme, etc. Mais donc, j'irai pas jusqu'à dire que les femmes ont plus de convictions sociales que les hommes, quoi. Pour moi, c'est plutôt sociétal. Et donc, je me suis penchée un peu sur des stats, notamment chez Ticket. En fait, pour le coup, je vais dire l'inverse. Dans nos promos chaque année, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, on accompagne les entrepreneurs sociaux. Donc, je me suis questionnée en me disant, du coup, est-ce que ce que je dis, c'est pas vrai? Et en fait, il y a beaucoup d'études qui disent, et c'est ce que tu disais un peu sous Sabah au début, que les femmes ressentent vachement plus le besoin d'être accompagnées et donc vont vachement plus entrer dans les stats des structures d'accompagnement, des incubateurs, etc.
et que donc on a l'impression qu'il y a plus de femmes qui entreprennent au vu de ces chiffres-là, mais en fait pas forcément, c'est juste qu'il y a plus de femmes qui sont accompagnées, selon moi. Oui, enfin, je crois que de manière générale, si on prend tous les chiffres de tous les entrepreneurs, il y a moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on pousse beaucoup les femmes à entreprendre, etc. Et effectivement, dans le cadre du fait qu'on pousse beaucoup plus les femmes à entreprendre, du coup, il y a plein de structures qui aident les femmes, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que les femmes entreprennent plus de manière sociale, parce qu'effectivement, généralement, il y a ce côté un petit peu épanouissement personnel qui ressort plus souvent peut-être chez la femme que chez l'homme. Après, je sais pas dire si exactement le fait que les femmes elles entreprennent, c'est vraiment social ou pas. Ça, j'ai pas les chiffres. Encore une fois, après c'est dans mon entourage. Moi, celles que je vois qui entreprennent, c'est beaucoup dans le commerce. Donc voilà, c'est acheter des choses, revendre des choses, et forcément quand on achète des choses, c'est des choses c'est des produits qu'on aime bien, donc c'est forcément des produits qui nous ressemblent et qu'on va revendre. Et principalement dans les cosmétiques parce que c'est le domaine que je connais. Et aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de femmes qui entreprennent dans le domaine des cosmétiques naturels, éco-responsables, etc. Donc après, ça c'est une tendance, mais c'est un secteur particulier. Je pense que si on se penche sur un secteur peut-être plus technique, sur les nouvelles technologies ou le secteur de l'automobile, on va avoir peut-être plus d'hommes qui vont avoir aussi ce côté d'avoir envie d'investir dans le côté social, etc. par rapport à leur activité. Je pense que ça dépend en fait des secteurs d'activité. Oui, du coup, si je peux rebondir, au-delà du secteur d'activité, ce qu'on ressent, en tout cas nous chez Babylone, en travaillant beaucoup avec des partenaires à l'étranger, c'est qu'en fait, même si je suis globalement d'accord avec vous sur le fait que, par exemple, dire entrepreneuriat féminin, ça crée des différences, mais en fait, il ne faut pas aussi les nier. Et dans certains pays, en fait, on a par exemple des retours de partenaires en fait qui évoluent dans des sociétés qui sont peut-être plus ou moins traditionnelles et où le rôle de la femme va être moins libéré qu'en France et va être plus cantonné à une répartition plus ou moins inégale. Et dans ce sens-là, l'entrepreneuriat dans le sens de Babylone, donc plutôt de subsistance, en fait, va avoir un impact fort sur la société, parce que au-delà d'avoir quand une femme est par exemple responsable, enfin, si les femmes sont plus responsables par exemple de tout ce qui est sphère familiale, etc., des enfants, de l'éducation, etc., en fait le fait que leur revenu augmente grâce à l'entrepreneuriat ou au moins se stabilise, ça va permettre aux conditions de vie de toute la sphère familiale de s'améliorer. Et ensuite, c'est les accès aux soins, c'est les accès à la scolarisation. Et c'est aussi un exemple qu'elles peuvent montrer à l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est ce qu'on note, nous, des remontées du terrain. Mais bien sûr, il y a des différences entre l'entrepreneuriat féminin ici et ailleurs. Et ça, c'est sûr, et ça dépend beaucoup de la société, où parfois les différences sont très marquées. Et ce qu'on note aussi, c'est que dans le comportement, mais pareil, loin de moi l'envie de faire des généralités aussi simples que ça, mais encore des remontées du terrain quand on se déplace, etc., on remarque en fait en discutant avec certaines femmes qu'en fait elles vont peut-être prendre moins de risques parce qu'elles vont avoir un sens des responsabilités par rapport à la famille, etc. Encore, je ne veux pas généraliser, c'est seulement des retours de notre côté. Mais après, ça, c'est à double tranchant parce que à la fois, peut-être qu'elles vont moins oser y aller parce que tout un tas de freins et d'obstacles de la société, etc. Mais en tout cas, au niveau des remboursements de microcrédits, nous, notre activité, on voit qu'elles en ont des très bons et parfois meilleurs que les hommes parce qu'elles peuvent avoir ce sens de la mesure au niveau du risque et de la responsabilité. Juste par rapport à ce que tu dis, si on prend l'Afrique, en vrai, les femmes, elles entreprennent beaucoup plus qu'en France. Hein. En Afrique, elles sont plus nombreuses que les hommes. Je crois qu'il y a 58% d'entrepreneurs, c'est des femmes. Après, la différence, c'est qu'elles gagnent moins qu'un homme quand il entreprend, mais elles sont plus nombreuses. Donc, finalement, en France, on n'est pas forcément les plus avancés dans le domaine. Non, ça, c'est sûr. C'est clair. Après, l'Afrique, c'est vraiment particulier parce que le rôle de la femme et la place de la femme dans la société est complètement différent de la place de la femme en France. Donc du coup, voilà, et puis le niveau de vie est pas le même. En France, on a quand même des aides, etc. En tant que femme, quand on a des enfants avec la CAF et tout, c'est des choses qu'il n'y a pas du tout en Afrique. Donc ce qui fait que les femmes sont obligées d'entreprendre parce que les revenus du mari ne suffisent pas
à subvenir aux besoins de toute la famille et pour avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, elles sont obligées d'entreprendre. Après, c'est pas du tout le même type d'entrepreneuriat. Elles entreprennent vraiment comme dit Alice, dans des choses peut-être plus petites. Moi, je suis d'origine malienne, donc j'ai toutes mes tantes entre guillemets qui entreprennent. Elles ont tout un petit commerce sur le côté et elles sont obligées parce que si elles comptent que sur le revenu du mari, ça va être vraiment les besoins primaires et après dès qu'il y a un côté un peu plaisir qu'on veut avoir, des fois ça reste limité. Donc ce côté entrepreneuriat leur permet d'avoir une certaine liberté aussi. Et c'est pas forcément les mêmes raisons que nous en France quand on entreprend, quoi. En Asie, c'est pas vraiment comparable comme manière d'entreprendre. C'est super intéressant en tout cas. Oui, je pense effectivement que l'entrepreneuriat n'a pas du tout la même résonance, disons, en fonction des conditions de vie, évidemment, des différentes personnes. Je pense que ça serait intéressant, Donia, que tu nous en dises peut-être un petit peu plus sur les femmes qui entreprennent justement dans le cadre de Meet My Mama. Alors aujourd'hui, chez Meet My Mama, on a une communauté de femmes très variées. Donc, on peut retrouver des femmes réfugiées, donc qui, soit dans leur pays d'origine, elles avaient un autre métier que la cuisine, soit elles avaient déjà entrepris dans la cuisine et en France, elles ont voulu le faire ou le refaire. On peut avoir des femmes en reconversion professionnelle. Donc, par exemple, on a une maman qui est originaire du Brésil, qui a fait des longues études, qui a travaillé en ambassade et qui, du jour au lendemain, a finalement pris le temps de s'écouter et elle a compris que ce qu'elle aimait, c'était la cuisine et donc elle a voulu entreprendre dans la cuisine. On a des femmes au foyer, il y a des mamans qui ont toujours été femmes au foyer avec des enfants, ou pas d'ailleurs, mais il y en a qui étaient femmes au foyer toute leur vie et qui finalement, à 45, 50 ans, ont décidé de penser un peu plus à elles et d'entreprendre. On a des femmes sans origine particulière qui sont juste passionnées par la cuisine et qui ont envie d'en faire leur métier. C'est vraiment des populations très variées et c'est ça aussi qui fait la force de Meet My Mama, puisqu'au final, ça reste des mamas avec un grand M, pas forcément des mamans, mais des femmes qui ont les valeurs d'authenticité, de bienveillance, de partage et qui ont aujourd'hui envie d'être actrices de leur vie et d'entreprendre dans la cuisine. Ok, et du coup, c'était un choix de dire que les personnes qui entreprennent chez vous ne seraient que des femmes. Ouais, parce que pour le coup, dans le secteur de la restauration, les femmes sont très minoritaires. Donc aujourd'hui, 90% des chefs, c'est des hommes. Alors que quand on parle de cuisine, les meilleurs plats pour nous, c'est souvent nos mamans, nos tantes. Enfin, on a tous en tête une maman, une grand-mère, une tante qui cuisine super bien. Et finalement, ce savoir, il est toujours à la cuisine, à la maison, et jamais à l'extérieur. Quand on allume la télé, regardez ce soir, je crois ce soir il y a Top Chef, il y aura pas de femmes ou très peu. Des femmes issues du monde entier, on les voit encore moins. Et finalement, on les entend pas, on les voit pas, et on a voulu leur redonner la parole, qu'elles puissent elles prendre la parole pour parler d'elles-mêmes et qu'elles puissent surtout féminiser un peu ce secteur qui est encore fait par les hommes, pensé par les hommes et pour les hommes. Ok, merci beaucoup. Je crois que pour le moment, on n'a pas de questions, mais pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de chat que vous pouvez voir sur votre écran. Est-ce que peut-être Juliette, je ne sais pas si tu as envie de rebondir toi sur le côté, peut-être nous en dire un peu plus sur aussi les entrepreneuses, entrepreneurs, les deux que tu accompagnes, un peu les profils des personnes que tu accompagnes. Ouais, carrément. Je sais, profil chez Ticket, on touche un public cible assez identifié qui n'est pas si diversifié. Et on estime que c'est OK puisqu'il faut accompagner tout le monde et que vu qu'on touche pas mal à la reconversion professionnelle, on touche pas mal à des gens qui ont le temps de se poser des questions et le luxe de se poser ces questions-là. Donc, on touche une cible
souvent, c'est les femmes, en tout cas, dans nos promos. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est une maman qui se rend compte que ses enfants aiment pas les légumes et elle sait pas pourquoi, et elle a du mal à les sensibiliser, et donc elle va sortir une box ludique pour apprendre à ses enfants à aimer les légumes, et donc aux enfants de tous les parents pour les aider. Donc, c'est beaucoup basé sur sa propre expérience et du coup de vouloir aller répondre à un problème qu'elle a identifié durant sa vie et qu'elle va aller résoudre. Et du coup, quoi de mieux que de le résoudre par soi-même s'il manque une solution, et donc lancer sa propre solution. Mais encore une fois, en fait, hommes et femmes dans nos promos, c'est un peu la même chose. Ils ont identifié un problème, un enjeu auquel ils veulent répondre, qui les fait vibrer et auquel ils se sont confrontés, et ils vont aller proposer une solution pour répondre à ce problème. Juste, je suis persuadée que une femme est moins bien perçue dans l'entrepreneuriat aujourd'hui parce qu'on lui attribue plus sensible, plus machin, et du coup on va se dire qu'elle va moins y arriver. Et en fait, nous, on prouve avec nos chiffres chez Ticket que c'est pas vrai, puisque on a autant de femmes qui arrivent que d'hommes, donc il n'y a pas de. Mais ça, c'est sociétal. Ok, merci pour tout ça. C'est plutôt positif en fait. Ça montre un peu que au final, quand on travaille ensemble, on arrive à se faire entendre, et c'est ça qui est aussi assez encourageant. Du coup, je crois qu'on n'a toujours pas de questions, donc on va passer à notre deuxième partie. On aura un temps de questions plus tard dans tous les cas, s'il y en a. Là, dans notre situation actuelle, donc depuis bientôt 1 an, les quotidiens de quasiment tout le monde ont été un peu chamboulés, évidemment, avec la pandémie qui a mis vraiment à l'épreuve le monde entier. Et quasiment toutes les activités entrepreneuriales et professionnelles ont été impactées et le sont encore aujourd'hui. Du coup, vous, du côté de vos organisations, quelle a été la démarche, quelles ont été les activités qui ont été modifiées, et comment vous abordez ce changement au début de la crise? Je peux y aller si vous voulez. Du coup, nous, ça a mis en pause, on va dire, le traiteur événementiel. Donc, c'était un peu notre produit historique qu'on avait travaillé depuis 3 ans maintenant, et on commençait à être rodé. Et finalement, du jour au lendemain, plus d'événements. Donc, on a dû un peu se réinventer. Donc, on a à la fois créé d'autres produits qui répondaient à d'autres besoins, comme des ateliers culinaires en ligne pour faire tout ce qui est team building, etc. pour les entreprises. On a créé le vendredi de la Mama, où on a pu permettre à des particuliers de goûter au plat du Mama directement en livraison chez eux. Là, on va d'ailleurs lancer un abonnement où vous pourrez, un peu comme Season, pour ceux qui connaissent, réserver vos repas de la semaine et les faire livrer en une fois. On a également continué la partie formation en ligne, donc on a un peu tout digitalisé, ce qui nous a permis, et a permis aux mamas de suivre quand même les formations même à distance. Et puis après, ça nous a permis de continuer à travailler sur plein de nouveaux projets. Au final, ça ne nous a pas vraiment arrêté, si ce n'est la partie business qui quand même a été extrêmement touchée, quoi. Donc on espère que ça va quand même un petit peu changer dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok, super. Du coup, de ton côté, en fait, l'adaptation, ça a été un peu forcé, mais au final, vous en avez sorti pas mal d'opportunités et Ouais, ça a exactement. renforcé un peu vos actions. C'est ça, ouais, exactement. J'ai une question, je me permets. Les ventes le vendredi, c'est dans toute la France? Alors, pour l'instant, c'est à Paris. Par contre, avec D'accord. l'abonnement qu'on va créer, on pourra livrer partout en France. D'accord. Et les ateliers, ils étaient payants ou gratuits? Alors, on faisait pour les particuliers, une fois par semaine, on tirait au sort des gens qui s'inscrivaient sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était gratuit, mais sinon, c'est payant, et c'est pour les entreprises principalement, ou bien les particuliers, mais qui veulent faire des anniversaires, des VBF en ligne, ce genre de choses. D'accord. Donc, votre activité à la base, c'est plus tournée vers les entreprises que les particuliers, alors. C'est juste que là, on a D'accord. switché avec le Covid. Enfin, on a switché, on va couvrir aux particuliers. Mais oui, à la base, c'est 90% B2B. D'accord.
Je me permets, hein, comme il n'y avait pas de questions. Non, Bah, mais si vous bien voulez, sûr. je peux continuer alors parce que du coup, moi c'est complètement différent par rapport à mon activité. Effectivement, j'étais un peu embêtée sur le sourcing parce que les frontières étaient fermées, donc je pouvais plus importer les matières premières du Mali. Donc il a fallu que je trouve des nouveaux fournisseurs et des nouveaux partenaires en France. Et donc il a fallu que je passe un peu de temps à trouver des nouveaux fournisseurs. Et franchement, c'était plutôt bénéfique parce que du coup, ça m'a permis aussi de voir que des fois, quand on importe, c'est pas toujours, même s'il y a le côté social que je voulais mettre en place, des fois c'est plus facile de même au niveau de la réglementation pour les documents, etc. Là, c'était beaucoup plus facile de passer par des fournisseurs français que d'importer des produits d'Afrique. Donc ça, c'était pour moi positif. Et après, j'ai aussi intégré pas mal de réseaux de femmes entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes WhatsApp qui ont été créés pour que justement on puisse se motiver, qu'on puisse communiquer sur nos différentes activités, continuer à vendre entre nous et se suivre sur les réseaux, partager les différentes publications et tout. Donc moi, je trouve que quand même le Covid, ça a eu un impact positif par rapport à ça. Que ça a permis quand même de rencontrer entre guillemets virtuellement beaucoup de femmes entrepreneurs et que je connaissais pas mais qui m'ont sollicité sur les réseaux sociaux parce qu'elles trouvaient que c'était intéressant qu'on se regroupe, qu'on s'entraide, qu'on communique les unes pour les autres et je me suis dit que ça tombe bien parce que c'est aussi l'objectif de mon association. Donc voilà, pour moi en tout cas c'était du positif et même par rapport aux ventes, par le fait que les magasins étaient fermés pendant toute la partie du confinement, pour les marques de cosmétiques comme nous, les petites marques, en fait, c'était du plus. Les gens ont beaucoup plus pris conscience de la santé. Donc, tout ce qui est produits naturels, produits bruts, etc. Il y avait je pense que les ventes ont augmenté à ce niveau-là. Et on le voit même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de grandes marques qui vont sur le bio. Il y a Mixa qui a changé une partie de ses produits qui sont bio maintenant. Enfin, donc je pense que cette partie Covid, elle a eu un impact positif sur des petites structures et elle a aussi permis aux grandes structures de prendre conscience du fait que aujourd'hui la santé c'est très important. Donc pour moi ça a eu en tout cas une partie positive par rapport à l'évolution de mon activité. Ok, c'est une bonne nouvelle. Juliette, de ton côté, comment ça s'est passé? Yes, moi du coup il y a deux discours, enfin il y a Ticket au global, l'équipe Ticket, et il y a le parcours entrepreneur qui d'habitude se déroule avec des séminaires en présentiel et donc là qui était prévu en présentiel et en fait en 2020, donc de juin à décembre, le présentiel était un peu compliqué, donc ça s'est déroulé intégralement en digital. Et en fait, ça s'est bien passé. Enfin, on a vu que même avec le digital, on pouvait rendre un esprit de promo, créer une communauté, faire passer des contenus quali, et même le digital a certaines vertus, et c'est un peu ce que tu soulignais sous Saba, mais les intervenants sont plus accessibles et surtout accessibles sur un plus grand territoire. La logistique est moins compliquée. Donc, il y a plein de choses qui en ont découlé. Et donc, en 2021, on fait un mix un peu 2019-2020 où on prend le meilleur du digital et le meilleur du présentiel. Donc, en fait, pareil, il y a des choses super positives dans tout changement. De toute façon, toute adaptation, il y a des choses positives qui ressortent. Côté Ticket, ça nous a permis vachement de nous recentrer. Et je pense qu'on arrivait un peu à un moment où on commençait à faire plein de choses, à être un peu nombreux et tout. Et le Covid, en fait, ça nous a permis de prendre du temps, de mettre en place des rituels d'équipe, de bien communiquer et du coup de se recentrer un peu sur ce qui était important et faire moins mais mieux. Et je trouve que la pandémie, que le Covid, en fait, ça a été un signal d'alerte. Et donc, ça a fait accélérer un peu toute la prise en compte des enjeux et la volonté de régler ces grands problèmes socio-environnementaux. Je trouve qu'en 2020, on parle de solidarité, on a un MOOC sur l'entrepreneuriat du changement. Les inscriptions, il existe depuis 2015. Là, en 2020, il y a eu autant d'inscriptions que la première année. Enfin, c'est reparti en flèche. Et donc, je pense que 2021, c'est le signe du passage à l'action. Donc, c'est super positif
côté entrepreneuriat social, il y a plein de choses à faire et les gens s'en rendent compte. Donc, je trouve que le Covid, de ce côté-là, a donné un peu un signal d'alerte pour passer à l'action. Donc, il y a du positif. Ok, super. Je pense que chez nous aussi, ça, évidemment, au niveau de l'équipe, moi, je peux en parler côté équipe Babylone. C'est vrai que on a dû s'organiser et on s'est organisé au final. Et c'est vrai que ça a des avantages, même si ça remplace pas, évidemment, le côté esprit d'équipe en présentiel. Je pense qu'il nous manque quand même pas mal. Mais du coup, je vais laisser Alice parler un peu de l'adaptation côté de nos clients, enfin de nos institutions partenaires. Oui. En fait, déjà, il y a quelque chose, nous, par rapport à notre activité, tout ce qui est gestion du risque, veille pays et être un peu au courant de l'actualité, de ce qui se passe dans nos pays d'intervention, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et donc, parce qu'en fait, on prête de l'argent à des institutions de microfinance et qui sont bien sûr influencées par le contexte dans lequel elles évoluent, comme toutes les entreprises, toutes les associations, etc. Et ça a été un peu l'exemple parfait avec cette crise sanitaire. On a quand même été touché par l'intermédiaire de nos partenaires, plus ou moins dans certains pays d'intervention, mais par exemple en Amérique latine, on est présent au Pérou et le Pérou a été très touché. À contrario, par exemple, on a un partenaire au Vietnam qui a été beaucoup moins touché. En fait, à partir du moment où il y a eu des restrictions des gouvernements au niveau des déplacements, des couvre-feux, des confinements, etc., en fait, ça a eu un impact très négatif sur les publics qui sont déjà ultra vulnérables et qui sont soutenus par les institutions de microfinance. Parce qu'en fait, souvent, dans le secteur informel, quand c'est par exemple de la vente sur des marchés, et ben, en fait, le fait que le confinement ou le couvre-feu empêche tout de suite l'activité et donc coupe les revenus de ces personnes-là et donc de leurs familles. Et bien sûr, dans certains pays, il n'y a pas forcément les aides qu'on peut avoir comme ici en France. Donc, c'est vraiment particulier dans ces pays. Et en fait, cette baisse de revenus a été une baisse de revenus pour les institutions de microfinance qui n'ont pas pu ensuite accorder de nouveaux crédits et soutenir de nouveaux entrepreneurs, qui nous aussi, au niveau de nos remboursements, a pu nous mettre dans une situation un peu critique. Mais face à ça, on a eu plusieurs réactions assez immédiates. C'est vrai qu'on a essayé de s'adapter. Déjà, on se tenait au courant de la veille à peu près presque tous les jours en fonction des nouvelles vagues, etc., qui pouvaient arriver dans les pays. On a organisé une série d'appels avec tous nos 20 partenaires pour savoir les situations particulières. Et on a mis en place des rééchelonnements ou des gels de remboursement. Parce que notre objectif, ce n'était pas de pénaliser encore plus la trésorerie de ces partenaires qui déjà avaient du mal à mettre à bien leur mission sociale. Donc voilà, on a gelé les remboursements pendant quelques mois. À ce jour, ils sont tous résorbés et régularisés. Donc ça, c'est quelque chose dont on est content. On a communiqué tout ça à nos prêteurs, mais ça a quand même été une période assez difficile pour nous, comme on intervient énormément à l'étranger, dans des pays qui ont déjà des contextes assez complexes. Ok, merci. Du coup, la question que je pensais poser, c'était est-ce que vous pensez que la crise amplifie les aspects sociaux et solidaires de l'entrepreneuriat féminin? Mais je pense que, au vu de ce qu'on s'était dit, de ce qu'on s'est dit jusqu'ici, ça serait peut-être plus intéressant de dire que est-ce que la crise et tout ce qu'on est en train de vivre, ça amplifie justement le côté social et solidaire de l'entrepreneuriat de manière générale? Parce que dans ce que vous avez raconté, chacune de vos activités, on voit que c'était vraiment l'entraide aussi et une organisation commune qui a permis ces nouvelles opportunités et cette adaptation. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous veut C'est vrai parler. Je vais y aller. C'est vrai que pendant le Covid, on a vu que... Bon, c'est pas que pendant le Covid, mais ça s'est accentué, on va dire, mais que depuis quelques temps, les gens sont en quête de sens, les gens ont envie d'avoir de l'impact. Et c'est vrai qu'avec le Covid, nous-mêmes, on l'a vu pendant le Covid, on a monté une opération solidaire, les Mamas Solidaires,
qui a permis aux mamas de cuisiner pour les personnes les plus démunies. On voit que dans les moments de crise, on a encore plus envie d'aider, encore plus envie d'avoir de l'impact, et on a plein de structures, notamment institutionnelles, qui nous aident, mais que finalement, hors crise, il y a peut-être moins d'accompagnement, moins d'aide, et donc finalement, les personnes ne savent pas forcément comment faire. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que le Covid, c'est un peu enfin, je ne sais pas si ça sera un nouveau monde en réalité, puisque finalement, on a quand même tendance, on ne va pas se mentir, à vite oublier. Donc, je ne sais pas si dans les prochains mois, quand le Covid aura, on espère, pas forcément disparaître, puisque je ne pense pas, mais en tout cas, ce sera atténué. On sait que les effets sont catastrophiques et qu'il y a une grande crise économique qui va arriver et une grande crise sociale aussi. Donc, je ne sais pas comment ça va changer les choses, mais c'est sûr que ça a donné envie à d'autres d'entreprendre et d'avoir de l'impact. Effectivement, on a pu le voir, hein, même toujours dans le domaine de la restauration. Il y a beaucoup de restaurants qui faisaient des repas pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc, du coup, je pense que oui, il y a certaines entreprises, telles qui le pouvaient en tout cas, qui ont aidé à mettre en place des actions sociales pour avoir un impact. À mon avis aussi, au niveau de la création des associations, il y a dû avoir beaucoup de personnes qui ont dû créer des associations pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Donc oui, je pense que forcément, ça a permis à du monde d'avoir une prise de conscience. Je suis d'accord, je pense que ça a permis une vraie prise de conscience. C'est ce que je disais là dans le pic d'inscription du MOOC de Ticket, les assos de bénévolat étaient, enfin, je sais qu'on en parlait en interne, les assos de bénévolat étaient prises d'assaut. Il y avait presque plus de place pour aller trouver une place dans un truc de bénévolat connu, de grands noms, etc. Premier quand on cherche ça. Donc, je pense qu'il y avait plein d'autres choses à faire ailleurs et tout, mais en tout cas, c'était une prise de conscience globale et tellement rapide qu'on a eu l'impression que d'un coup, tout le monde s'y mettait. Je suis un peu d'accord avec toi, Donia, on a tendance à vite oublier, mais j'espère que c'est une crise tellement énorme qu'elle va être quand même un peu dure à oublier et surtout un peu sur le temps. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte de plein d'enjeux. Qui, en fait, c'était pas de l'égoïsme de pas agir, c'était juste qu'ils n'étaient pas au courant. Et là, ça permet quand tu t'y intéresses un peu, tu t'y intéresses un peu plus, puis tu rencontres des gens qui t'inspirent, qui font des choses, et donc tu as envie de faire pareil, et des femmes qui entreprennent. Ah, mais du coup, je suis une femme et je peux entreprendre aussi. Et c'est boule de neige, et c'est l'impact indirect, et c'est ça qui est trop bien. Donc, moi, je pense que ouais, ça a déclenché une belle prise de conscience qui va créer pas mal d'entrepreneuriat plus social, plus solidaire. Je rebondirais juste sur, je suis totalement d'accord sur l'aspect social et solidaire de l'entrepreneuriat lié à la crise, etc. Et sur le côté de la résilience, je pense qu'il y a aussi eu un peu cette prise de conscience qu'en fait, il faut réussir à être flexible et s'adapter à notre environnement qui nous influence énormément. Et là, la preuve, c'est dans tous les pays, dans quasiment toutes les régions du monde. Et il a fallu s'adapter pour survivre parfois. Et c'est vrai qu'en ça, je pense que beaucoup d'entreprises ont fait preuve de résilience. Nous, on le voit également chez Babylone avec nos partenaires IMF sur le terrain. Leur atout, c'est d'être tellement ancrés dans leur territoire et d'être vraiment proches de leurs bénéficiaires qu'elles ont pu s'adapter, créer de nouveaux produits, créer des formations pour essayer de s'adapter à ce contexte qui a vraiment pénalisé, mais d'une manière très violente, énormément des bénéficiaires. Donc c'est sûr, sur ce côté résilience, il y a eu beaucoup de preuves de la capacité de beaucoup d'entreprises et de micro-entrepreneurs en tout cas. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Ok, merci. Et je crois que plusieurs d'entre vous ont mentionné des outils numériques qui ont permis du coup évidemment de rester en contact pendant la crise, et la preuve en est ce soir même sans internet, sans les visioconférences, on ne pourrait pas organiser tous ces événements. Du coup, je crois qu'en tout cas chez Meet My Mama et Ticket, c'est sûr, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, que ça a vraiment été un
un accélérateur aussi. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là? Est-ce que ces aspects sur l'importance des outils numériques dans le quotidien aujourd'hui de vos activités, est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que vous pensez qu'au final, vous allez vouloir revenir vers quelque chose de plus présentiel? Non, je pense que ça va rester. Après, je pense qu'il faut un peu des deux de toute façon. Après, on s'est aussi rendu compte que tout le monde n'avait pas déjà accès à un ordinateur et tout le monde n'était pas forcément formé à savoir utiliser un ordinateur. On l'a vu avec les mamas. Donc, il faut aussi pas oublier que finalement, le numérique, oui, on l'utilise de plus en plus, etc. Mais si on prend les chiffres globaux, si on regarde l'électronisme, je sais que le nombre est assez important et on a juste tendance à aller parce qu'on est dans notre cercle à nous, on est dans notre monde. Et en fait, le monde à Paris, c'est pas le monde, c'est pas partout en fait. Donc finalement, je pense qu'il faudrait continuer à accompagner des personnes qui n'ont pas accès au numérique, qui n'ont pas accès aux ordinateurs, qui n'ont pas accès à Internet, qui ne savent pas encore envoyer un mail, parce qu'en fait, c'est devenu tellement facile et genre anodin. On a l'impression en fait que tout le monde sait, alors qu'en réalité, c'est pas malheureusement encore le cas. Et je me pose des questions justement sur les personnes qui ont dû faire face à tout numérique et qui ne savaient pas du tout comment faire. Un exemple avec l'école, on l'a vu. Enfin, moi personnellement, j'ai 2 petites sœurs et quand on dit aux parents, bah, on vous envoie tous les devoirs par Internet. Déjà, si on n'a pas d'ordinateur, c'est compliqué. De 2, on nous dit, bah, vous imprimez les documents. Ok, mais en fait, je fais comment si j'ai pas d'imprimante? C'est pas non plus quelque chose que, surtout aujourd'hui, on se dit, on va aller au taxiphone du coin. Pendant le Covid, c'était pas le cas. Et surtout, des cours pour les enfants en ligne, c'était compliqué. Et même pour l'éducation nationale, c'était compliqué parce que c'était un peu inouï. Mais ça nous a aussi prouvé que finalement, tout le monde n'utilisait pas bien Internet et tout le monde n'avait pas forcément des ordinateurs. Donc, que je pense que, et ça, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on en parle plus que ça dans les médias, ou en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un sujet, alors qu'en réalité, bah, au vu de ce qui s'est passé, on n'est pas à l'abri d'un. On ne sait pas quoi dans le futur, peut-être un futur proche, j'espère pas, mais en tout cas, on ne sait pas. On va voir comment on peut justement y remédier. Oui, moi je rejoins ce que tu dis, ça dépend vachement de la cible. En fait, en parlant à petite échelle, par exemple, Ticket, c'est sûr que ça va changer des habitudes, 2020-2021. C'est sûr que on va vouloir récupérer du présentiel, mais qu'on va faire un peu un mix, parce que, bah, en fait, oui, le digital, ça fait gagner plein de temps, ça fait plein de choses. Donc, on va faire un mix, parce que le contact humain, c'est important aussi. Donc, à une échelle Ticket, une équipe de 20 personnes parisiennes, bah oui, effectivement, je pense que ça va laisser des traces. En revanche, je suis vraiment trop d'accord que ça dépend vraiment de la cible à qui on s'adresse. Et nous, j'espère là que dans nos projets accompagnés cette année, on aura vachement plus de projets qui répondent à l'enjeu accès au numérique et électronisme dont tu parles, Donia, parce que pour le coup, c'est un enjeu qui est pas beaucoup traité jusqu'à maintenant, je trouve. Et potentiellement, bah là, cette crise, enfin, met plus en exergue cet enjeu-là. Donc potentiellement, on espère qu'on va les régler avec des projets. Soussaba, je ne sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport aux outils que toi tu as utilisés? Je crois qu'il y a une question qui était par rapport au réseau que toi tu as trouvé utile et utilisé notamment au début de la crise. Alors moi, du coup, j'ai beaucoup utilisé Instagram et Facebook. Donc les groupes Facebook, Instagram et aussi beaucoup Zoom. Par exemple, j'en ai profité pour faire pas mal de formations sur l'organisation, ce genre de choses et tout. Et du coup, bah, je trouve que le numérique, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que bah, ça nous a permis, comme on ne pouvait pas se déplacer, bah, de continuer quand même à se former. Donc moi, c'était surtout sur Zoom. Et après, pour mon activité, pour communiquer sur mon activité, pour créer du lien avec les autres femmes entrepreneurs, c'était principalement sur Instagram et Facebook. Et LinkedIn aussi. Alors LinkedIn, je l'utilise aussi. Je trouve que c'est très intéressant pour rencontrer, pour contacter des professionnels. Voilà, donc ça aussi LinkedIn. Ok, merci. Est-ce que tu as un groupe particulier
Il y a quelqu'un qui demande si tu as un nom de groupe de femmes entrepreneurs à partager. Non, j'ai pas forcément de nom. Enfin, si, on en a créé un du coup pendant le confinement qui s'appelle CBW, donc le club des businesswomen. C'est un groupe qu'elle pourra trouver sur Facebook. D'accord, merci beaucoup. Et en fait, l'objectif c'était justement de faire des lives pour les personnes par exemple qui sont un peu timides et qui arrivent pas forcément à parler de leur activité. Au début, comme on était un petit réseau, ça permettait de se dire une fois par semaine, il y a une femme qui parle de son activité. Ça nous motive aussi à parler parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se forment à faire des pitchs. Et c'est important de savoir pitcher son activité. Donc, du coup, le club des businesswomen permettait à celles qui le voulaient. Au début, on forçait un peu, on disait, allez, demain, c'est quoi, etc. Et donc, de parler de leur activité, de présenter les produits, voilà. Et après aussi, de faire un petit peu de vente. On a ouvert après à tout le monde. Donc, il y a des jours où on disait, voilà, tel jour, on fait une vente privée. Et franchement, ça marchait bien quand même. Enfin, le groupe, il est ouvert et voilà. Donc, il y a CBW sur Facebook. Ok, super, merci. Alice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le côté utilisation des outils numériques? De notre côté, à part au quotidien, où bien sûr, comme tout le monde, ça a un peu changé nos habitudes, et le côté marketing, organisation d'événements en France. Après, nous, ce qui nous a vraiment bloqué, c'est l'impossibilité de se déplacer sur le terrain et d'aller rencontrer nos partenaires pour faire, par exemple, des missions de suivi du risque, ce qu'on fait normalement, globalement, tous les 2-3 ans. Là, on n'avait plus capacité d'aller sur le terrain pour savoir vraiment ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, nous, aussi au niveau de la gestion du risque, ça nous a un petit peu bouleversé parce que là, on est en train de réfléchir à de nouvelles manières de faire, par exemple, une mission de suivi, une mission d'audit. On essaie de réfléchir à comment la faire à distance, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se déplacer une semaine au Pérou ou au Nicaragua. Donc, on essaie de s'adapter au contexte, même si, comme était dit tout à l'heure, au final, le contact humain et aller se rendre sur place, surtout dans un pays étranger, ça ne se remplace pas forcément par une visio. Mais on essaye. Ok, merci pour tout ça. On a 2 questions. Alors, je lis une seconde et je vous la pose. Alors, on a une question qui dit, vous nous avez dit que l'entrepreneuriat féminin, c'était pas différent forcément de l'entrepreneuriat masculin. Mais est-ce que pour vous, il y a quand même une différence qui existe dans le management féminin versus management masculin? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de sensibilité, que le vécu d'une femme, ça fait qu'il y a une vision différente? Et pour vous, est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique différent entre les femmes et les hommes? Moi, je peux parler parce que du coup, je suis encore salariée. Alors, j'ai été beaucoup managée par des hommes et j'ai aussi été managée par des femmes. Et franchement, personnellement, après, vous me donnerez votre expérience, j'ai préféré être managée par des hommes. J'ai trouvé souvent qu'ils étaient beaucoup plus compréhensifs que les femmes et franchement, je trouve ça vraiment un peu surprenant parce que au début, je me disais c'est mieux d'être managée par des femmes, etc. Mais les fois où j'ai été managée par des femmes, ça s'est pas forcément super bien passé. Elles n'étaient pas forcément compréhensives, elles n'étaient pas forcément sympas. Et en fait, ça, pour moi, d'expérience, que j'ai l'impression qu'en fait, quand les femmes sont managers, elles ont l'impression qu'elles doivent rentrer dans le pantalon entre guillemets d'un homme. Et en fait, c'est comme si pour avoir leur place en tant que membre du CODIR, etc., elles doivent se comporter comme les hommes se comportent. Et des fois, je pense que les femmes, on se trompe de combat. Je pense que dans un groupe, il y a des hommes, il y a des femmes, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. On n'a pas besoin de rentrer dans le costume d'un homme pour se considérer qu'on doit avoir sa place. Et ça, du coup, je m'en suis rendu compte quand je travaillais, quand je voyais certaines femmes managers qui étaient vraiment, on dirait que c'était des hommes, mais en pire. Voilà. Et du coup, j'avais des managers hommes qui étaient vraiment très compréhensifs, à l'écoute. Je m'entendais super bien avec eux, mais les femmes, c'était pas toujours le cas. Donc, il y en a qui, quand on en parle, il y en a qui disent que oui, c'est parce que c'est de la concurrence anonyme.
Moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que, en tout cas, pour avoir participé aussi à des groupes de femmes féministes, entre guillemets, dans les entreprises, parce que dans les entreprises, maintenant, vous avez beaucoup de clubs pour les femmes. Donc, en fait, ça permet aux femmes, parce que, en fait, si vous voulez, dans les entreprises, il n'y a pas beaucoup de femmes qui accèdent au poste de management. Donc, en gros, souvent, ils créent des groupes pour que les femmes managers ou qui ont des responsabilités puissent échanger avec d'autres femmes salariées pour justement nous inciter à évoluer, etc. Et les discours, c'est pas toujours d'être nous-mêmes. Ce discours-là, moi, je l'ai eu une seule fois où une manager femme disait oui, il faut rester femme, etc. Mais dans son attitude, en fait, elle l'était pas vraiment. C'était dans son discours, donc il y avait une contradiction entre ce qu'elle nous disait d'être et la manière dont elle s'était comportée pour arriver là où elle était. Donc bon, c'est un peu, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé hors Miss My Mama. Un petit peu, si, mais pas non plus beaucoup. J'étais managée par une femme, mais ça s'était bien passé. Donc, mais je sais que j'ai déjà eu des échos sur ça et que les femmes entre elles, il y a une certaine rivalité et je pense que malheureusement, c'est parce que on en est arrivé à ça. En fait, c'est même pas volontaire. Hein. Je pense que c'est juste vu qu'on en est arrivé à ce que les femmes doivent se battre plus pour s'imposer. Ben, je pense inconsciemment, elles ont gardé ça en tête et inconsciemment, quand elles managent, Et justement, j'ai trouvé que c'était très différent entre les femmes dans le secteur de l'entreprise et les femmes en tant qu'entrepreneurs. Parce que justement, cette bienveillance qu'on a en tant que femme dans le secteur, en tant qu'entrepreneuse, le fait qu'on s'entraide, etc., on se rend compte que même quand il y a de la concurrence, on s'entraide quand même. Moi, il y a des personnes qui vendent du beurre de karité. Je les contacte, je leur demande des informations. Elles vont pas forcément me dire leur fournisseur, mais des fois, je leur demande, voilà, le packaging, il est super beau. Est-ce que c'est possible de savoir où est-ce que tu l'as acheté? Elles partagent parfois leurs fournisseurs, etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même une bienveillance entre femmes entrepreneurs. Mais cette bienveillance dans le monde du travail, franchement, je l'ai pas du tout trouvée. J'ai eu des collègues femmes, parce que moi, je travaillais en plus en marketing. Et donc, j'étais super contente, équipe féminine, etc. Mais honnêtement, il n'y avait pas du tout de bienveillance entre collègues, quoi. Alors qu'on était toutes des femmes, mais effectivement, sur l'échelle musicale de l'évolution professionnelle et des postes à responsabilité, le nombre de femmes il reste limité, donc forcément, voilà. Je pense que ça joue aussi sur les relations que les femmes peuvent avoir entre elles dans le monde de l'entreprise. Moi, je veux juste rebondir là-dessus. Je trouve que plus que solidarité entre femmes entrepreneurs, est-ce que c'est, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une solidarité entre entrepreneurs sociaux. Enfin, que du coup, le mot concurrence, c'est un peu un gros mot. On a envie de faire ensemble. Il y a tellement de défis et d'enjeux à résoudre que de toute manière, on a toute la place là pour faire le bien dans la société. Donc allons-y. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce de solidarité d'entrepreneurs sociaux qu'on retrouve pas du tout dans l'entrepreneuriat classique et qu'on retrouve pas du tout dans le monde professionnel classique. Mais où, pour moi, c'est pas forcément féminin. Enfin, un homme, je sais pas, chez Ticket, le fondateur de Ticket, c'est un homme. Il tient ce discours-là qu'il faut travailler ensemble, et j'ai plus l'impression que c'est une solidarité de SS, de social solidaire que de femmes. Mais donc ça, c'est de mon point de vue. Et après, pareil, management, moi, j'ai été beaucoup managée par des hommes, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que un homme peut tout à fait être très sensible, une femme tout à fait très requin, et vice-versa, et que ça dépendra de qui elle a rencontré, qui il a rencontré, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu, et en fait, je sais pas si vraiment on a des caractères qui dépendent de féminin, masculin. Possible. Après, moi, c'est mon expérience. Et puis après, j'ai travaillé dans des domaines, des secteurs d'activité qui n'étaient pas du tout sociaux. C'était dans l'industrie. Donc, forcément, quand on travaille dans le secteur de l'industrie, de l'énergie, etc., c'est pas du tout forcément les mêmes profils non plus que dans le secteur social. J'ai travaillé aussi au début dans des associations. Et honnêtement, oui, quand j'ai travaillé dans les associations ou des entreprises sociales, c'est pas du tout le même comportement que quand tu travailles dans un grand groupe. Donc, je pense que ça dépend après du contexte aussi, quoi. Oui, carrément. Moi, par rapport à tout ça, je pense aussi que j'ai pas assez connu de managers femmes ou hommes pour avoir une réponse pertinente à cette question.
Ouais, moi, j'ajouterais aussi que je pense que c'est vraiment une question de personnalité et de situation aussi. Je ne sais pas si on peut ramener ça à un genre, mais c'est intéressant comme question en tout cas. Euh, Aya et Lucas, s'il y a d'autres questions, je vais vous laisser les poser parce que j'ai pas trop pu tout regarder. Oui, on a reçu une question. Alors, on nous demande quand la femme qui entreprend est mariée, le mari est-il un frein? Moi, je peux répondre. Moi, je pense que quand on entreprend en tant que femme ou quand même quand un homme il entreprend et qu'on est marié, ça doit devenir entre guillemets un travail d'équipe parce que forcément ça impacte le couple. Donc moi, je sais que mon mari, je l'implique beaucoup dans mon activité et qui m'a donné beaucoup d'idées pendant la période du confinement. Il m'a beaucoup aidé quand c'était compliqué pour les livraisons parce que la poste elle livrait plus. C'est lui qui allait livrer les clients. Donc, je pense que c'est important d'impliquer son conjoint quand on est dans de l'entrepreneuriat parce que sinon, après, on se retrouve bloqué en fait. Ça peut pas être un travail. Surtout moi, en tant que micro-entreprise, je suis toute seule. Donc, si en plus, j'inclus pas mon mari dans l'activité ou même si on a des enfants, je pense que celles qui ont des enfants, moi, celles que je connais qui ont des enfants, elles impliquent aussi les enfants. Elles expliquent ce qu'elles font quand elles font les produits ou des trucs, elles impliquent les enfants. Je pense que ça impacte forcément à un moment donné la famille en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est important d'impliquer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et après, voilà, la personne n'est pas forcément obligée d'être active dans l'activité, mais en tout cas, qu'elle soit au courant, qu'elle l'accepte. Je pense que ça peut être que positif. Je peux peut-être répondre un petit peu pour Babylone. Donc, même si nous, on ne connaît pas personnellement les micro-entrepreneurs qu'on soutient, ce qu'on peut dire un petit peu par rapport à leur profil, c'est qu'en général, dans leur description, comme c'est de l'entrepreneuriat de subsistance, souvent, ils peuvent cumuler plusieurs activités et les activités de l'homme et de la femme au sein d'un couple et d'une famille peuvent être complémentaires et peuvent permettre aux revenus de se compléter. Après, plus de détails là-dessus, nous, on ne pourra pas avoir de ce côté. Mais en tout cas, on sent une complémentarité entre les activités où beaucoup d'hommes ou de femmes qui soutiennent leurs conjoints dans les activités, notamment dans l'entrepreneuriat de subsistance. Après, même pour aller plus loin, le conjoint, c'est bien qu'il soutienne, mais après, la famille aussi. Je sais que moi, tout au début de mon activité, ma mère, elle me soutenait pas forcément. Et honnêtement, oui, le fait que ma mère, elle me soutenait pas, ça me démotivait un petit peu. Parce que, effectivement, pour elle, le beurre de karité, c'était un produit très accessible, qui coûtait pas cher. Et il a fallu du temps pour qu'elle comprenne que moi, ce que je voulais faire, c'était plus social, que je voulais vraiment respecter les normes françaises, etc. Et c'est quand elle a commencé, il est arrivé quelques fois d'avoir du beurre de karité de très mauvaise qualité, qu'elle a commencé à me poser des questions, elle a commencé à s'intéresser à mon activité et tout. Et aujourd'hui, c'est elle qui me ramène des clients. Un jour, elle a voulu faire fondre du beurre de karité. Elle s'est rendue compte que le truc, la moitié, c'était de l'eau, l'autre, c'était je sais pas quel produit. C'est même pas du beurre de karité qu'elle a reçu. Donc, elle s'est dit, ah mince, même le beurre de karité, il y a du faux. Donc, et c'est là où elle a compris l'intérêt de mon activité. Et j'ai mon frère aussi, le fait que j'ai créé une entreprise, ça l'a motivé. Lui, il est dans la restauration. Aujourd'hui, il a vraiment créé une entreprise. Ça l'a motivé. Je lui ai dit, ouais, c'est important d'avoir une structure. Je pense que au-delà même du mari, l'entrepreneuriat, je pense que ça peut impacter aussi toute la famille. Donc, c'est bien d'élargir. Et puis, en plus, ça met en place une entraide. Moi, je suis contente quand ma mère, elle en parle à ses amis et qu'elle m'achète des produits. Quand mon frère, il communique sur les réseaux sociaux ce que je fais, ses amis, ils m'achètent des produits. Et moi, pareil, vice-versa, je communique sur mes réseaux ce qu'il fait. Et du coup, ça lui ramène des commandes. Donc, au final, ça fait aussi partie de notre réseau. Et dans l'entrepreneuriat, on en a tous besoin. Ouais, on reste vraiment sur cette notion d'entraide et de travail collaboratif. Je pense que c'est vraiment les conclusions qu'on peut tirer. Du côté de Meet My Mama, Donia, est-ce que c'est un sujet qui revient parfois du côté de vos mamas, l'implication du mari et de la famille? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et en fait, nous, on voit qu'il y a un cycle. Ça veut dire qu'au début, le mari va être à fond, il va soutenir sa femme, etc. Après, quand il va voir qu'elle va commencer à être sollicitée, s'il y a des articles médias ou dans les entreprises, elle va être sollicitée, etc.,
bah là, il y a un peu de jalousie qui va venir et ça va un peu toucher son ego. Après, quelques temps après, quand il voit qu'elle ramène quand même de l'argent à la maison, bon, bah là, on va quand même changer parce que quand même, c'est quand même positif. C'est jamais linéaire, c'est très rare. Et peu importe les origines, peu importe les religions, enfin, on a tendance peut-être à préjuger, se dire, ah oui, mais c'est parce que c'est telle culture, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est dans toutes les cultures. Même en France, enfin, des personnes françaises sans origine, elles ont malheureusement cet effet un peu yo-yo. Et donc, nous, oui, on travaille beaucoup et on aimerait bien travailler davantage sur comment on implique les maris, en fait. Comme tu l'as dit, Sabah, bah, si on n'implique pas les maris, et même ensuite les enfants, ben finalement, soit la femme elle peut se sentir seule parce qu'elle se dit en fait on me comprend pas et on va pas forcément, ils vont pas forcément l'aider dans cette démarche. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils comprennent pas. Et je pense que comme tout, il faut expliquer. Et même aux maris, aux enfants, il faut leur expliquer. Les enfants, c'est pareil, hein, faut pas croire. Hein, quand on a une maman qui est, même si elle travaille, qui est quand même là les matins, les soirs, les week-ends, qui prépare à manger, qui va s'occuper d'eux, etc. Si du jour au lendemain, elle a un peu moins de temps, ils vont aussi le sentir. Hein, c'est pas que les maris. Et donc finalement, c'est toujours bien de les inclure et de les empowerer entre guillemets eux aussi. Et après, on a aussi des maris qui sont à fond et qui, il y en avait même un qui avait quitté son job pour accompagner sa femme. Il était devenu son associé en fait. Donc ouais, ils sont très très importants. Et en plus de ça, l'impact que quand une femme entreprend, réussit ce qu'elle a envie de faire et qui a confiance en elle, bah, ça a un impact aussi sur tout le monde, que ce soit les enfants, les maris. Enfin, évidemment, quand on a le pilier de la famille entre guillemets qui est bien et qui est inspirée, bah, elle inspire tout le monde. Ça, c'est vraiment vrai parce que moi, je l'ai vu sur certaines femmes entrepreneurs qui réussissent bien et qui ont impliqué toute la famille. Bah, du coup, ces femmes-là, elles deviennent des exemples en fait pour leurs enfants. Donc, du coup, quand on demande à leurs enfants qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, souvent, ils vont dire une activité en lien avec ce que fait la maman. Donc, je trouve que ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, moi, je le vois beaucoup. Hein, par exemple, quand je prenais des cours, la prof, elle ramenait de temps en temps ses enfants en cours et son fils, par exemple, des fois, il allait au tableau et il disait, oui, est-ce que je peux faire avec toi? Et il avait envie plus tard, lui aussi, d'être professeur. C'est des exemples, mais je trouvais ça super bien. Et même quand le premier événement que j'avais fait pour la rencontre de networking entre les femmes entrepreneurs, justement, je les avais invités à ramener leurs enfants. J'avais créé ce jour-là, mis en place des ateliers pour les enfants, des ateliers maquillage, il y avait des petites sucreries, etc. pour les enfants. Que pour moi, c'était important que les enfants soient là quand la maman parle de ce qu'elle fait, pour que eux aussi ils entendent et qu'ils voient aussi d'autres choses, parce que des fois, à l'école, on entend parler de certaines activités professionnelles, mais pas tout. Moi, quand je suis arrivée au bac, après, quand j'ai fait mon BTS, je savais même pas ce que j'allais faire après. Je savais pas ce que ça voulait dire faire du marketing, faire des achats et tout. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Alors que quand justement on a notre maman qui est entrepreneuse, on voit ce qu'elle fait au quotidien, etc. L'activité c'est du concret. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Donc ça peut être qu'un plus en fait pour les enfants, je pense. Je pense que Juliette, tout à l'heure tu donnais l'exemple d'une entrepreneuse qui a eu une idée par rapport à ce qu'elle essayait de faire à manger à ses enfants. Donc, c'est un exemple parfait de aussi l'implication vraiment essentielle de la famille. Ouais, je suis d'accord. Je vais pas. Enfin, je rejoins tout ce qui a été dit et j'appuie. Enfin, plus que donc là, on parle du mari, mais donc effectivement, enfant, famille, en tout cas, entourage proche. Hein, l'entrepreneuriat et encore plus l'entrepreneuriat social, c'est un long chemin semé d'embûches et si on n'est pas entouré, si on n'est pas soutenu par son noyau le plus proche qui est donc la famille, c'est compliqué. Moi, je le vois par exemple les communautés africaines. Depuis mon plus jeune âge, mon père a fait partie d'associations, a fait des choses sociales, a mis en place des projets sociaux. Donc moi, après, quand j'ai grandi, c'était naturel que j'ai ma propre association et que je mette en place aussi des actions sociales. Parce que j'ai toujours vu ça, parce que mes parents m'ont toujours parlé de l'entraide. Pour eux, c'était important. Donc, je pense que l'impact des parents sur les enfants, il est vraiment là, quoi. Et c'est vrai que nous, chez Babylone, on a souvent aussi les retours que une entrepreneuse ou une micro-entrepreneuse qui réussit, c'est vraiment toute sa famille qui réussit avec. Donc, c'est vraiment aussi dans cette optique-là qu'on fait des microcrédits. Aya, je crois qu'il y a une autre question.
Oui, je crois que la question est pour toi, Soussaba. On nous demande, donc la crise sanitaire a mis à mal les coopératives féminines et elles ne peuvent plus envoyer leurs produits de beurre de karité et donc avoir des revenus. Comment faire pour maintenir ce partenariat très utile pour les coopératives? Effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, malheureusement cette année ça a été très compliqué. J'ai pas pu importer de beurre de karité du Mali. On a essayé de trouver des solutions, de passer par d'autres pays. Du coup, j'espère que ces femmes-là, elles ont pu vendre localement, parce que après c'est un produit quand même qui est très très utilisé localement. Donc j'espère que cette année ça leur a suffi. Après, on a j'ai fait un partenariat avec une autre association qui a fait des demandes de subventions justement pour venir en aide à ces femmes-là, et de récolter des fonds et tout, pour qu'elles puissent avoir des masques, qu'elles puissent continuer à travailler, qu'elles puissent continuer à produire du beurre de karité pour pouvoir vendre localement. Et après, c'est comme c'est souvent dans des villages un peu éloignés, qu'elles puissent après aller à la capitale et vendre au moins à la capitale, quoi. Mais c'est vrai que pour l'export, c'était un peu compliqué. Oui, je crois que de manière un peu plus générale, c'est vrai d'après la discussion qu'on on a l'impression qu'au final, dans la crise, nos entreprises, les entreprises en Europe de l'Ouest ont su s'adapter et même s'il y a un gros impact économique évidemment sur la plupart des activités, c'est vraiment les femmes rurales d'ailleurs en premier lieu souvent qui sont vraiment les victimes de cette crise. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour ça aussi. Aya, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Une personne vous remercie pour ces témoignages et les présentations qui sont très intéressantes. Voilà. Super. Du coup, on va pouvoir conclure. Donc, nous, côté Babylone, si vous faites un tour sur notre site internet en ce moment, on a une campagne qui est en cours justement pour mettre en avant un peu les femmes qui sont derrière le microcrédit parce que, encore une fois, le microcrédit s'adresse majoritairement aux femmes. Et donc, tous les jours, dans le cadre de cette campagne, on partage le portrait d'une employée d'une de nos institutions de microfinance partenaires. Et elles ont toutes des messages pour les femmes de leur pays et les jeunes femmes du monde entier. Donc, pour conclure, est-ce que vous avez, vous aussi, un message à partager à l'attention des femmes, vu que c'est quand même le sujet principal de notre conférence aujourd'hui? Peut-être de leur dire d'oser, de rêver et de ne pas se dire qu'on ne peut pas allier vie pro et vie personnelle dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est aussi un sujet, tout à l'heure, Soubassa, tu l'avais dit, mais on a tendance à toujours faire un choix, contrairement aux hommes pour le coup, en tout cas beaucoup moins. Et de leur dire que non, en fait, si on le fait maintenant, dans 10 ans, ça sera même plus un sujet. Moi, le message que je peux faire passer, c'est de se dire qu'il ne faut pas se mettre de limites. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé mon activité, je la voyais vraiment très petite. Je m'étais limitée à mon petit beurre de karité, etc. Et en fait, depuis que je me suis enlevé des limites, je me suis dit, c'est possible. J'ai participé à certains concours, j'ai essayé de rencontrer d'autres personnes, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire d'autres produits. Et au final, en fait, il ne faut pas se mettre de limites. Parce que quand on ne se met pas de limites, on se rend compte que tout est possible et que quand on a la volonté, on peut y arriver, en fait. Et qu'avec la volonté et la motivation, même si au début les gens ne nous suivent pas, sur le long terme, quand les gens ils voient qu'on est vraiment motivés, ils vont nous suivre. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ce que je peux dire, c'est pas se mettre de limites et continuer à croire à notre propre projet. Ouais, moi j'irais dans ce sens-là aussi que en fait vous avez autant le droit d'oser, d'échouer, de réussir qu'un homme. Enfin en fait, allez-y quoi. Et mon premier conseil c'est de parler de son projet autour de soi, de s'entourer un max, de pas rester seul. Et notamment si on a plus confiance dans des réseaux féminins, il y en a plein qui existent. Et là on a cité quelques-uns. Sinon vous tapez sur Google, vous vous renseignez autour de vous. En tout cas. Faut s'entourer, je pense que c'est mon premier conseil quand on a envie de se lancer pour se conforter. Globalement, un petit peu pareil. Il y a plein de freins aujourd'hui qui persistent
pour l'entrepreneuriat féminin, soit des freins que la société nous impose, soit parfois qu'on peut s'imposer à nous-mêmes. Et alors même si c'est compliqué d'agir sur le cadre réglementaire, par exemple, eh ben, on peut au moins essayer d'agir sur nos actions à nous. Et donc, un petit peu pareil, quoi, essayer d'aller au bout de ses idées et aussi de se rapprocher d'organismes, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui proposent un accompagnement, ça peut être technique ou financier, dans le microcrédit ou non, et qui pourrait aussi apporter un accompagnement nécessaire pour se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ok, bah super, merci beaucoup pour ces beaux messages. Il nous reste encore quelques minutes si jamais l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose. Je crois que, en tout cas, c'est une discussion très intéressante. On a eu effectivement quelques remerciements déjà par écrit. Donc, je rappelle juste que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez aussi avoir accès à tout ce qui s'est dit par après. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Merci en tout cas à toutes les quatre d'être intervenues ce soir. C'était une des discussions très intéressantes. Moi, j'en retiens vraiment que avant tout, il faut s'entourer et bien communiquer aussi, travailler ensemble, et que je pense qu'on est toutes dans cet esprit-là, mais que l'entrepreneuriat social, c'est ce qui peut nous permettre d'aller plus loin. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ouais. Merci à vous. Bonne soirée.